sont avec nous chaque semaine. Donc, on va découvrir ensemble ou redécouvrir les vins de Ribera del Duero. On a également avec nous M. Pablo, corrigez-moi si je le prononce mal, Pablo Baquera Peroncelli, directeur marketing pour le Conseil de régulation de la dénomination d'origine Ribera del Duero, qui est avec nous pour répondre aux questions, prendre part à la formation. Et puis, donc, on va inviter tout de suite M. Baquera Peroncelli à vous adresser un petit mot de bienvenue. Corrigez mon espagnol si je ne le fais pas bien. Señor Baquera Peroncelli, cuéntenos un poco sobre los vinos de Ribera del Duero. Okay, Catherine, thank you very much. Good morning to everyone and welcome to this Ribera del Duero webinar. First of all, I would like to thank all of you for attending this webinar and dedicate your time to learn more about our region. Also, thanks to the sommelier Michel Buffard, who will lead this session. Also, of course, to A3 Quebec and Sopexa for the organization of the webinar. Yeah. As Catherine says, my name is Pablo Baquera, and I am the marketing director of the Ribera del Duero appellation. I am today speaking you from Roda de Duero, a small village of 2,000 inhabitants, more or less, in the heart of our region. I would like to give you some quick figures about the Canadian market, as Canada for us is one of the top 10 export markets for Ribera del Duero appellation. It's included in these top 10 countries like your neighbors, USA, Mexico, also UK, Germany, China. But in the case of Canada, with the highest sales increase, achieving 17% growth in value if we compare 2019 versus 2018. We know also that we have a well-established name in the Canadian market, but we want to reinforce even more the Ribera del Duero brand. This is the reason of what we are doing, these kind of activities, pushing our brand in the country. And what is our current strategy to reinforce the Ribera del Duero brand? We have established a plan focused on the trade, developing activities targeting mainly import agents, wine journalists, sommeliers, and of course the liquor boards, with three main objectives: to grow the Ribera del Duero brand awareness, to increase distribution, and to gain extra rotation in the different point of sales. Clearly, these three objectives with the final goal to gain consumer preference. And watching our results, really we feel that we are in the right way. A very short information about the product. A unique wine as ours is a result of the demand of the terroir that we have here in our region. Altitude, exceptional and complicated soils, and extreme climatic conditions. That with the rigorous efforts of the wine growers and winemakers. This is the way to achieve an outstanding and top quality results, to be worldwide appreciated and recognized. Also inform you that besides our main grape variety, the Tempranillo, call it here also Tinto Fino or Tinta del País, and our typical red wines and rosés, historically called here Claretes, we have approved last September in our regulation the white wines with our native grape called Albillo Mayor. So probably you will not find any white wine in the Canadian market right now, but you will see it in the near future. I would like to give you some updated information about the harvest, that we are very close to start with it, and as you can imagine, with all COVID prevention. Grapes are healthy right now and without any illness risk in the following days. We are having good weather conditions with high temperatures variations, from 5 degrees during the night and near to 30 degrees during the day, what is absolutely perfect for an optimal ripening of the grape.
We expect that the harvest will start around in 10 days, more or less, and will go until a bit more than mid-October. And hopefully, with the quality of the grapes that we are going to have, 2020 wines will be as good as 2019, who has been qualified as excellent. Finally, everyone who has interest in contact any Ribera del Duero winery, you will receive today a database with all wineries from our region who would like to have representation in Quebec. And additionally, of course, you will have at the end of Michel's presentation my email address. You can contact me at any time. Finally, it is an honor for me to have Michel today leading this webinar. Thank you very much, Michel, to being there and for your job today. And thanks again to all of you for attending this webinar and enjoy it. Saludos from Spain. Grazie. Gracias. Sorry, I was gracias. You're changing to Italian now. Wrong language, that's right. Thank you so much. Merci. You're welcome. Et je voulais faire un rappel. Je crois qu'il y en a qui ont oublié de refermer leur micro. Donc, si vous voulez juste fermer votre micro et votre caméra. Et si vous avez des questions, on va les prendre dans le chat. C'est vraiment un plaisir pour moi ce matin de pouvoir donner cette formation sur Ribera del Duero. L'Espagne a une place très particulière dans mon cœur et Ribera del Duero en fait certainement partie. Et je crois qu'en ce moment, on a tous beaucoup apprécié notre pays, mais on a tous hâte de retourner aussi dans les avions, en tout cas de voyager un peu. Donc, ce matin, c'est un peu une façon à notre manière aussi, à travers cette présentation, à travers les vins, de faire un petit voyage vers le soleil d'Espagne. Je sais qu'en ce moment, il fait très beau. On disait que ce matin, il faisait 30 degrés Celsius dans la région. Donc voilà. On pourrait pas... on ne deviendra pas expert de la région en moins d'une heure, en une heure en fait, parce que évidemment, il y a toujours beaucoup de subtilité à l'intérieur d'une région, ce que j'espère faire quand même ce matin. Si vous donnez le goût d'en apprendre plus, vous allez voir, on va regarder les chiffres à la fin à la SAQ. C'est vraiment une catégorie qui est montante. Les gens aiment les vins, non seulement les vins espagnols, mais les vins particulièrement de Ribera del Duero. Donc, je pense que vous êtes des agents qui parlez aux sommeliers, aux consommateurs. Donc, j'espère que vous allez repartir avec de l'information, avec une passion pour cette région, parce que je pense que cette région a beaucoup, beaucoup à offrir et rentre dans le profil aromatique de ce que les consommateurs apprécient. Si vous avez des questions après la formation, je suis toujours à votre disposition également. Alors, on va faire un petit peu, c'est vraiment une belle présentation ce matin parce qu'on va faire un peu le 101 de la région. Souvent, on va parler de Tempranillo, qui est évidemment le cépage emblématique de la région. Souvent, lorsqu'on pense à l'Espagne puis on pense au Tempranillo, on met tout dans le même panier, en fait. On dit que c'est des vins qui sont riches, qui sont ensoleillés, qui sont bons à boire seuls, mais aussi accompagnés avec des plats. Et ce matin, on va parcourir justement cette région. On va se rendre compte que cette région-là est très typée, produit des vins qui sont bien uniques à cette région. Et avec la pratique, avec le temps, on est capable de bien distinguer ces vins en dégustation à l'aveugle. Donc, on va voir qu'est-ce qui fait que cette région produit des vins qui sont typés, uniques, propres à Ribera del Duero. Alors, la géographie, hein, on sait que l'Espagne produit beaucoup de types de vins. Pourquoi qu'on est capable, dans un même pays, de passer aux bulles, au vin blanc jusqu'au vin fortifié? Bien, c'est évidemment parce qu'on a plusieurs différents climats. Nous, on va être aujourd'hui dans la région de Ribera del Duero, qui est juste à 30 km à l'est de Valladolid et qui est juste ici, comme je vous le montre à l'écran. Donc, on est sur un plateau. On est sur un climat continental, donc on n'a pas l'influence de l'océan.
Et je dirais même que c'est un climat continental extrême. On va regarder la pluie, les précipitations, on va regarder le climat. C'est vraiment, on sait c'est quoi un climat continental ici au Québec, on en a un, mais je vous dirais que c'est assez surprenant lorsqu'on va dans la région, justement, de constater le climat et les extrêmes entre le jour et la nuit et entre les 4 saisons. Évidemment, on a la rivière ici qui est hyper importante, hein, la rivière Duero. Donc, la région est située de part et d'autre de la rivière. Donc, évidemment, la rivière va venir jouer un microclimat et c'est ce qui fait que la région est très, très intéressante et qu'à l'intérieur d'elle-même, même si, évidemment, cette région a un climat qui est le climat continental extrême, on va définir dans quelques secondes c'est quoi exactement, à l'intérieur de la région, il y a beaucoup de microclimats, puis il y a aussi beaucoup de différents types de sols. Donc, et on a aussi l'altitude. Donc, tout ça va faire en sorte qu'on va avoir, il va avoir beaucoup de microclimats. Et donc, de sous-région en sous-région, on va avoir une expression quand même assez différente. Et là, c'est là la beauté de la chose, c'est de parcourir toutes les subtilités de la région de Ribera del Duero. Donc, on a ici, si vous voulez vous amuser, aller sur Google Maps, c'est toujours intéressant parce qu'on vous amène vraiment, on voit vraiment le relief, mais on voit qu'on est entouré de montagnes. On est sur un plateau et on est entouré de montagnes, donc on sait que si on est plus près de la mer, évidemment, la mer va tempérer. Alors là, on n'a pas du tout l'effet de la mer, on est vraiment entouré de montagnes. Puis, on va voir tout à l'heure hein, que la région est beaucoup, on va parler surtout de trois endroits. Là. Donc, Penafiel, Pesquera del Duero, on va parler de cette région-là tout à l'heure, Roa, La Hora, et ici, on a une région ici aussi qui est plus à l'ouest. Donc, on va se promener un petit peu dans ces sous-régions-là. Voilà. C'est important de remettre un petit peu l'histoire en contexte pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la région. C'est intéressant parce que c'est une région qui est connue depuis longtemps, mais en fait, on connaissait plus un producteur en particulier qui s'appelle Vega Sicilia, je pense que vous le connaissez tous, dans les années 1860, où Vega Sicilia faisait un vin, évidemment, on fait encore des vins aujourd'hui, mais de très grands vins, réputés internationalement. Mais ce qui était un peu dommage, c'est que le flambeau de la région reposait surtout sur des cépages internationaux dans lesquels on ajoutait un peu de Tempranillo, qui était le cépage autochtone de la région. Et donc, pendant longtemps, la région... le producteur qui portait le flambeau de la région, ben, c'était Vega Sicilia. Donc, on ne pensait pas tant à Ribera del Duero qu'à Vega Sicilia. Hein. Pour la qualité, on attribuait la qualité plus à un producteur qu'à la région. Même si, évidemment, il faut avoir des terroirs qualitatifs pour faire de grands vins comme le fait Vega Sicilia. Dans les années 70, arrive un producteur qui lui, en fait... a des vignes. Il s'appelle Alessandro Fernandez. Et Alessandro se dit, on a notre cépage autochtone, qui est le Tempranillo. Ici, on l'appelle Tinta del País, parce que le cépage s'est adapté à la région, aux conditions climatiques. On a notre cépage autochtone, on a de terroirs magnifiques. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire des vins, justement, non pas à partir de cépages internationaux, mais de mettre de l'avant le cépage qui est le flambeau vraiment de notre région et de démontrer que comme d'autres régions pas très éloignées des nôtres, on peut faire de grands vins à partir de notre cépage autochtone. Donc, il fait son vin, donc ça se passe en 1970, hein, donc c'est quand même assez récent, là, c'est beaucoup d'années plus tard. Donc, l'histoire moderne de cette région est très récente. Donc, Alessandro Fernandez fait un vin
qui s'appelle Pasquera, le domaine Pasquera, qui est nommé autour de la région, donc Pasquera del Duero, qui est juste ici. Et donc, fait un vin et un critique que vous connaissez probablement peu, Robert Parker, je suis un petit peu ironique, évidemment, aime beaucoup les vins d'Alessandro et donne un pointage très élevé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut comprendre que dans les années 70, okay, la plupart des gens vendaient leurs raisins à des coops. Et donc, on avait du vin en vrac, on vendait à des coops. Et il y avait aussi beaucoup de rosés, pas très excitants, qui étaient produits dans la région. Et il y avait à côté ce grand Vega Sicilia à partir de cépages internationaux. Alors, quand Pasquera a un pointage très élevé pour ses vins, il y a peut-être à ce moment-là 9 producteurs qui existent. Et il y avait peut-être, dans les années 80, il y avait Protos et quelques d'autres producteurs qui exportaient, mais pas beaucoup. Alors, lorsqu'on met un peu la lumière sur Pasquera dans les années 80, mais ça donne un encouragement et peut-être la lumière à plein de producteurs, à plein de viticulteurs qui sont propriétaires de vignes en se disant « OK, oui, on a un potentiel dans notre région, on a vraiment un terroir de qualité, on a un climat de qualité, donc on a tout ce qu'il faut. » Donc, au lieu de vendre à des coops, on va, nous aussi, se tourner vers notre propre production et surtout vers la qualité de vin à partir de notre propre cépage. Donc, de 1972, quand Alessandro commence, ça a pris 10 ans avant que Ribera del Duero ait sa propre appellation, dénomination de origine, DO. Donc, ça a pris 10 ans pour qu'on en arrive jusque-là. Et c'est vraiment lui qui a été derrière, qui a aidé à dessiner justement l'appellation, mais aussi tout l'engouement. Donc, on va regarder plus tard dans la présentation, mais on est passé rapidement à une poignée de main de producteurs à aujourd'hui à 300 producteurs. Donc, c'est énorme ce qu'on a vu avec les années en peu de temps. Et ça va aussi, on va parler du style de vin, ça a aussi une influence sur le style en sachant que cette évolution est assez moderne. Donc aujourd'hui, on va regarder, là, il y a vraiment, bon, on voit que les vignobles, comme je le disais, sont de part et d'autre de la rivière. On va voir qu'on a une altitude qui va venir jouer aussi, qui est très, très importante. On va retrouver une altitude entre 750 et 850 mètres d'altitude. On va avoir beaucoup de sol et donc, on va regarder, en général, on va attribuer un style de vin particulier. On va définir. Et là, les producteurs, en ce moment, évidemment, tout est encore en évolution. On comprend que dans cette région-là, il y a beaucoup de diversité. Donc, est-ce qu'avec le temps, on aura de plus en plus les noms des sous-régions sur les étiquettes? Je pense que oui. Puis, il y a même des producteurs qui pensent qu'on devrait avoir aussi une hiérarchie d'appellations mettant de l'avant certains terroirs. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolution et qui va s'en suivre. On va parler des cépages tout à l'heure, évidemment. Le Tempranillo, c'est le cépage principal, mais il va s'exprimer vraiment différemment selon le sol, selon l'altitude et selon l'endroit. Et ça aussi, selon le type de sol, on va vendanger à des moments différents. Donc ça, c'est très intéressant. Là, ça va vraiment être des grandes généralités parce qu'évidemment, ça dépend du style du producteur. On va voir que le sol change rapidement d'un endroit à l'autre. Mais disons qu'en général, autour de Penafiel, on va dire que les vins sont plus fruités. Ils vieillissent avec grâce, mais en jeunesse, on voit ce côté plus ample, plus fruité. Lorsqu'on arrive plus Roa, La Jora qui est juste au nord et Pedrosa del Duero qui est juste ici, c'est un triangle. Il y a beaucoup de qualités. Hein? On a, au début, quand Pasquera a mis les vins de l'avant, on avait beaucoup de vins ici. Et là, on sait que le triangle qui est ici, qui est connu pour ses vins très qualitatifs, généralement, on va dire que les vins ont plus de structure, beaucoup de fraîcheur. Il y a toujours de la fraîcheur dans les vins en général, mais encore peut-être plus de fraîcheur, une certaine élégance et beaucoup de structure et qui vont avoir un grand potentiel de vieillissement. Et ici, ce qui est intéressant,
il y a un endroit qu'on appelle Atauta. On a des vignes qui sont très phylloxériques, donc on n'a pas encore eu de phylloxéra à certains endroits. On aura plus de sable et donc on a une pureté, une expression assez particulière. On a un plateau aussi en altitude et donc il y a de plus en plus de producteurs en ce moment qui vont là aussi. Donc on voit qu'on a, au fil des années, depuis les années 70, on a exploré les terroirs et ça continue d'évoluer. Le climat est très particulier parce que, comme je le disais, c'est vraiment un climat continental extrême. J'ai eu le bonheur d'y aller à plusieurs moments de l'année. On dit que souvent, bon, d'abord, il y a la neige. Hein, on ne pense jamais à la neige pendant l'Espagne. Ben oui, pendant l'hiver, les hivers peuvent être rigoureux, il peut y avoir de la neige. Et donc, le gel est bien présent. Et le gel peut vraiment continuer jusqu'en avril. La dernière fois que j'étais dans la région, c'était en avril. Et la journée avant que j'arrive, ben, il y avait neigé. Puis juste pour vous donner une idée, hein, quelques jours avant, j'étais à Madrid, j'étais sur une terrasse. C'était pas l'été, il faisait pas 45 degrés, c'était quand même avril. Mais j'étais sur une terrasse avec mes lunettes fumées, puis il n'y avait certainement pas de neige. Alors, on se rend dans la région de Ribera del Duero, et là, il y avait eu de la neige la veille, puis la nuit, il n'y avait pas beaucoup de chauffage. J'étais vraiment bien emmitouflée dans mes couvertes. Donc ça fait partie de la réalité. Hein. Le gel printanier est vraiment un problème. Pas un problème, un enjeu. Il faut faire attention. Heureusement, le Tempranillo, c'est un cépage qui va avoir un débourrement plus tardif. Donc ça nous aide. Ensuite, on va avoir des étés très chauds. Par contre, les nuits sont très fraîches. Okay? On peut avoir facilement une journée où est-ce qu'il fait 40 degrés Celsius et la nuit, on peut tomber à 5 degrés Celsius. Je vous donne un autre exemple. J'étais là pendant les vendanges, une autre année, au mois de septembre. Et je me souviens, on était dans les vignes, il faisait chaud, il faisait 35-40 degrés, on suait, c'était pendant les vendanges. Et le soir, un producteur nous amène manger. Et comme vous savez, on mange très tard en Espagne le soir, donc on est en train de manger, on sort et j'avais ma petite robe d'été. Il était minuit, 1h, et là, il faisait 2 degrés Celsius. Et je me suis dit, oh mon Dieu, comment on est passé? Alors, ça, c'est vraiment un atout pour la région parce que ce que ça va faire, ça va nous donner beaucoup de fraîcheur dans les vins et d'avoir ce repos entre la chaleur extrême du jour et la nuit va aussi aider à préserver les arômes plus délicats. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et comment ça se traduit dans les vins? Si vous goûtez aux vins de la région, même si on voit vraiment beaucoup de nuances à travers les sous-régions, on a toujours cette intensité, cette luminosité dans les vins, cet éclat qui est apporté par la fraîcheur, l'acidité qui est présente, mais l'intensité. On a des notes de fruits noirs, on a des notes de réglisse noire, et on a des tanins qui structurent cette générosité de fruits qu'apporte le soleil, mais toujours avec des tanins qui donnent beaucoup d'encadrement aux fruits et avec cette fraîcheur. Donc, ça nous donne vraiment des vins aussi qui ont un bon potentiel de garde parce qu'on a les tanins, on a l'acidité. Et l'automne, bien, on peut vendanger assez tard. Hein? On dit que selon les millésimes, il y a même des producteurs parfois qui peuvent vendanger jusqu'en novembre. Évidemment, ça va dépendre où est-ce exactement on est situé dans la région. Et pas beaucoup de pluie. Donc, on a une pluviométrie de 435 mm, donc très peu de pluie. Donc, ça va. Et donc, si les sols jouent un rôle très important, par exemple, les sols calcaires vont aider à préserver l'eau, ou si on a des parcelles un petit peu plus argileuses, aussi vont aider à préserver l'eau pour que les vignes aient accès à l'eau pendant la période plus chaude. Et là, ça vous donne une bonne idée des périodes moyennes de température. Si on regarde, ce qui est intéressant vraiment, c'est de regarder le maximum et le minimum. Moi, j'aime bien regarder, par exemple, au mois d'août. Regardez la différence de température entre 40
et 1 degré. Alors, je ne vous mentais pas quand je vous disais que j'étais là pour qu'on ait passé de 40 degrés à 2 degrés Celsius la nuit. C'est bien réel, c'est bien présent. Puis on voit qu'en avril, hein, ben là, bon, la moyenne est 15 degrés, mais ça peut descendre et le gel peut être un problème. Donc, c'est... Voilà. Et le gel qu'il faut faire attention. Puis on vous montre un petit peu là, les différentes périodes de gel. Puis on regarde aussi les précipitations qui sont précieuses. Donc, les sols viennent jouer un rôle important. Et aussi l'âge des vignes, parce qu'évidemment, si on a des racines qui sont plus profondes, on va être capable d'aller puiser aussi l'eau. Donc, même si on peut vendanger jusqu'en octobre, on a quand même un climat continental, hein, ce qui veut dire que la saison de croissance est quand même assez courte. Mais on peut quand même vendanger plus tardivement. Donc, ce qui est idéal pour le Tempranillo ou le Cabernet Sauvignon, parce que comme vous le savez sans doute, c'est 2 cépages qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour mûrir à l'automne. Donc, si on fait un petit résumé, on a vraiment un fort caractère continental. On n'a pas beaucoup de pluie, beaucoup d'ensoleillement. Donc, on aura dans le vin beaucoup de concentration de fruits noirs, de fruits mûrs, mais toujours avec beaucoup de luminosité et d'éclat et de fraîcheur. L'amplitude thermique joue un rôle hyper important sur la qualité des vins et sur la caractéristique des vins de Ribera del Duero. Les sols sont très variés. On pourrait passer des heures à en parler, puis c'est intéressant lorsque vous allez dans la région puis vous parlez parce que ça change, que vous parlez aux producteurs parce que le sol change quand même assez rapidement. On va avoir beaucoup de diversité. En général, on dit qu'on va avoir beaucoup de sols limoneux, argile, on a aussi du sable et on aura quand même du calcaire. Et souvent, on va dire que plus au nord de la rivière, on va avoir plus de calcaire. On a même des marnes. Donc, tout ça varie dépendant de l'endroit où on est situé dans la région. Et donc, et on dit que le Tempranillo va réagir différemment selon le type de sol. Donc, un producteur qui aura, par exemple, des vignes sur différents types de sols va vendanger souvent à des moments différents. Donc, ça vient jouer un rôle sur le caractère des vins, mais aussi sur le moment des vendanges. Ça, on ne pourra pas tout décortiquer en détail aujourd'hui parce qu'on a juste 1 heure, mais ça vous rappelle, on montre les zones de la région ici, ça vous rappelle à quel point c'est très varié, autant en microclimat qu'en exposition. Hein. Exposition sud, est-ce qu'on est à exposition est, ouest? Donc, les expositions, l'altitude, les sols, les microclimats, tout ça fait en sorte que même si on a une généralité puis une typicité, il y a beaucoup de nuances à l'intérieur de la même région. Et c'est pour ça qu'avec le temps, on verra sans doute d'autres sous-appellations naître. Donc, on vous donne ici une petite idée là, de toutes les zones de la région. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, en général, on dit qu'on est un petit peu plus fruité. Hein? Ici, plus de structure, plus de fraîcheur. Et ici, par exemple, on a un petit peu plus, on a pureté, mais une expression assez unique parce qu'on a plus de sable dans les sols. Encore là, on pourrait décortiquer chacune des petites régions que vous voyez à l'écran. Ça vous donne une idée aussi hein, de la diversité selon l'inclinaison du sol, selon le type. Je sais que c'est en espagnol, mais bon, par exemple, ici, on montre les petites couches de calcaire. Hein. Quand on est plus près de la rivière, bien, on a plus d'alluvions, comme souvent. Donc, bien, tout ça va aussi jouer un rôle. J'adore voir ça à l'écran parce que ça nous donne vraiment une idée, ça résume ce que je vous ai dit quand je vous expliquais qu'on a eu beaucoup, regardez, 9 domaines hein, en 1982. Aujourd'hui, là, je l'ai changé tout à l'heure, mais je pense que ça n'a pas gardé. On est rendu, la figure n'est pas tout à fait correcte. La figure ici, on est rendu à 300 domaines exactement aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup de domaines
en peu de temps. On dit que, puis ça aussi, la viticulteur, là, le chiffre n'est pas correct non plus, c'est 8000. Okay, ça c'est depuis 2015, mais aujourd'hui, il y a 8000 viticulteurs. Important de dire que de ces 8000 viticulteurs, en moyenne, un viticulteur va posséder 3 hectares de vignes. Donc, c'est pas beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la région, il y a cette longue tradition de l'achat de raisins. Donc, si je suis un producteur qui possède des vignes et que je fais du vin, généralement, je vais souvent aussi acheter du raisin de d'autres viticulteurs pour avoir la quantité nécessaire de vin que je veux produire. Et tout à l'heure, je vous expliquais la diversité. Donc, pour vraiment découvrir la typicité de ces terroirs-là, il faut aussi avoir la chance de goûter à des vins d'un producteur qui fait du vin qu'à partir d'une région. Parce qu'il y a des producteurs, surtout pour les entrées de gamme, souvent on va acheter de d'autres viticulteurs, mais de plusieurs sous-régions, puis on va faire un assemblage. Donc, c'est important de connaître justement ces microclimats-là et ces sous-régions-là parce que quand c'est le temps de faire l'assemblage, bien, je sais très bien quelles caractéristiques que je vais avoir de chacune de ces sous-régions. Donc, ces sous-régions sont aussi importantes si je fais un vin que d'une sous-région versus si je fais un assemblage parce qu'il faut connaître justement ce que chacune de ces sous-régions va donner à l'assemblage. Si vous allez sur le site Internet de Ribera del Duero, vous allez avoir toutes les figures jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2020, qui vont être très, très bien détaillées. Donc, on voit les rendements. Oui, ça passe. Les rendements, on voit que ça aussi grandit. Donc, aujourd'hui, on a 97,89% des domaines qui vont être propriétaires de leurs parcelles. Hein. Donc, on va avoir, oui, on a des viticulteurs qui vont vendre seulement leurs raisins, mais on va aussi avoir des domaines, beaucoup de domaines qui vont faire du vin à partir de leurs raisins, dont ils vont être propriétaires, puis souvent, ils vont acheter aussi pour compenser. C'est toujours intéressant d'avoir cette discussion lorsque vous visitez la région aussi avec les producteurs. Vous allez voir 2 types de vignes. La tradition, c'était d'avoir les gobelets. Donc, on avait les vignes en gobelets qui sont très adaptées au climat chaud, plus aride. Et on aura aussi ce qu'on appelle en position verticale, hein, donc l'hypalissé. Donc, les gobelets demeurent encore aujourd'hui quand même... La majorité des vignes, c'est sûr que c'est plus traditionnel et il y a toujours un débat autour de ça. Il y en a qui jurent que par le gobelet. Souvent, les vignes palissées, ça va être les vignes qui ont été plantées plus tard dans l'histoire, surtout les cépages internationaux, parce qu'on va voir que oui, il y a du Tempranillo, mais on a aussi du Merlot, on a du Cabernet Sauvignon, mais on a de magnifiques vieilles vignes de gobelet. C'est intéressant aussi avec les changements climatiques parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui pensent que le gobelet est beaucoup plus adapté au climat, à la région, avec les températures qui montent de plus en plus. Donc, ça va être intéressant de revoir cette figure-là dans 10 ou 20 ans. Intéressant aussi de regarder, évidemment, la répartition des cépages. C'est pas la surprise, hein? Le Tinto Fino demeure le cépage principal. Tout à l'heure, quand je parlais de l'histoire, je disais que Vega Sicilia avait mis ses vins de l'avant autour des cépages internationaux en utilisant le Tinto Fino, Tinta del País, qui est le Tempranillo, en petite proportion, alors que Alessandro, c'est le contraire. Hein? Donc, on a aujourd'hui mis le Tinto Fino de l'avant. C'est le cépage autochtone, emblématique de la région. Puis, on aura le droit de mettre dans l'assemblage. Donc, la loi, c'est qu'on doit avoir un minimum de 75% de Tempranillo dans l'assemblage. Après, on peut mettre du Cabernet Sauvignon, du Merlot et du Malbec. On peut aussi mettre du Garnacha, mais pas plus que 5% de l'assemblage. Et Albio, c'est un cépage blanc. Et pendant longtemps, les gens ajoutaient un petit peu de cépage blanc dans l'assemblage. On le fait encore, mais si on le met dans l'assemblage, ça va être
que 5 %. Là, je parle des vins rouges. La région produit surtout encore beaucoup plus de vins rouges, mais depuis le 2019, l'appellation a aussi le droit de produire du vin blanc à partir d'Albio, puis produit aussi un pourcentage de vin rosé qui fait partie quand même de l'historique de la région. Et lorsqu'on parle des vins rosés, on doit utiliser un minimum de 50 % des cépages rouges autorisés dans l'assemblage. Donc, c'est ce que je vous disais, l'an moyen de vigne dont les gens sont propriétaires, c'est 3, la taille moyenne, c'est un petit peu différent, là, mais ça revient à la même chose. Donc, la taille moyenne des domaines, c'est 78 hectares. Il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits. Intéressant aussi de voir l'âge des vignes. Puis, je pense que ça reflète aussi l'histoire, parce qu'on sait que l'histoire moderne est vraiment très récente. Donc, ça fait du sens de voir qu'il y a quand même un pourcentage de 2,19 % de vignes de 100 ans ou plus grands. Mais on voit qu'on a des vignes, hein, et ça reflète aussi l'engouement qu'on a eu dans les années 80-90. Et c'est intéressant aussi de constater l'engouement que la région a connu parce que la région a connu un engouement dans les années 80 de la part des producteurs. Et dans les années 90, le marché local a vraiment adopté les vins de la région. Et là, il y avait un engouement auprès des producteurs de planter plus de Tempranillo. Et on arrive au Tinto del País, le Tempranillo. C'est un Tempranillo, hein, mais c'est vraiment un Tempranillo qui s'est adapté à la région du climat. Parce que le climat qui est extrême, le climat continental extrême, lorsqu'un cépage est planté dans ces conditions depuis longtemps, ben, il s'adapte, puis devient un peu sa propre variante de Tempranillo. Et dans les années 80, lorsqu'il y avait cet engouement, il y a des producteurs qui ont commencé à amener des boutures de vignes de d'autres régions connues, qui étaient connues pour le Tempranillo. Mais on s'est rendu compte que ces clones étaient moins adaptés pour la région. Donc, le gouvernement a fait beaucoup de travail justement pour inciter les gens à vraiment replanter, lorsqu'on plantait les boutures, de planter des boutures de Tinto del País, parce que c'est vraiment un Tempranillo qui est adapté à la région. Donc, le choix des clones est important pour justement, pour l'adaptation de ce climat continental extrême. Puis là, on vous montre d'autres synonymes de Tinto Fino. Donc, le Tempranillo, c'est un cépage qui est connu pour une acidité moyenne, mais il y a vraiment des tanins abondants et soyeux et ils vont faire en sorte qu'évidemment, les tanins produisent des vins avec un potentiel de vieillissement, mais aussi une affinité avec le fût de chêne. On va parler un petit peu de l'historique aussi de vieillissement en fût de chêne. Puis ici, on dit acidité moyenne, mais on se rend compte que dans la région de Ribera del Duero, parce qu'on a justement ces nuits fraîches et l'altitude, et souvent, lorsqu'on déguste les vins, on va être plus en acidité presque moyenne plus. Hein. On est plus sur, pas élevé, mais plus vers ça. Le Cabernet Sauvignon fait partie de ce qu'on a le droit de mettre dans les assemblages, mais demeure quand même un petit pourcentage. Je pense que vous connaissez bien les caractéristiques du Cabernet Sauvignon. Le Merlot qui vient ajouter une certaine rondeur, qui vient remplir le milieu du palais. Je dis toujours le Tempranillo, pour moi, c'est un peu la charpente. Le Merlot, en petit pourcentage, bien, vient un peu remplir, arrondir le Tempranillo. Le Garnacha Tinta, qui à l'origine, on retrouvait beaucoup pour la production de rosé, qui produit encore beaucoup de rosé. Lorsqu'on parle des rosés, si on regarde dans l'assemblage des rosés, même si les gens ont le droit à 50 % de cépages rouges autorisés, souvent le Garnacha va être derrière ces rosés. Et on peut maintenant aussi l'ajouter dans l'assemblage de vin rouge, mais comme je le disais, à un maximum de 5 %. C'est un cépage qui est connu pour vraiment son côté fruité, c'est un tannin plus faible, un alcool puissant avec une acidité plus faible. Albio,
Alors, on pourrait en parler longtemps, puis je suis allée chercher un peu plus d'informations dans le dernier mois sur Albio parce que Albio, c'est un cépage blanc qui jusqu'à maintenant n'avait pas le droit. En fait, on le trouvait dans la région, mais on ne pouvait pas, si on faisait du vin blanc, on ne pouvait pas mettre Ribera del Duero DO. C'est que depuis 2019 que les producteurs ont le droit de faire ça. Ça demeure quand même une petite partie de la production. Mais c'est intéressant parce qu'Albio, c'est un cépage blanc. On utilisait ce nom-là souvent pour beaucoup de différents cépages blancs en Espagne. Fait que, il y avait toujours comment je peux dire? C'est comme si on utilisait Albio pour plein de cépages blancs qui n'étaient pas Albio. Puis les ampélographes ont fait des recherches en ce sens et aujourd'hui, on sait qu'il y a deux types d'Albio en fait. Donc, on attribue ces deux types-là vraiment à Ribera del Duero. C'est un cépage en général qui a une acidité faible, qui est assez aromatique. Puis tout à l'heure, je disais qu'on l'ajoutait en petit pourcentage dans les vins rouges depuis assez longtemps. On voulait venir ajouter de la glycérine aussi à l'assemblage. Donc, ça donne des vins qui sont aromatiques, acidité, on dit moyenne, mais ça peut aller jusqu'à faible, une belle présence en bouche. Des vins très intéressants. J'en ai pas eu des milliers dans ma vie. J'en ai goûté quelques-uns quand je suis allée dans la région. On n'en va pas vraiment dans notre marché. Alors, chers agents qui écoutez, je pense qu'il y a de la place pour faire découvrir ces gens dans notre marché, ces vins dans notre marché, parce qu'on ne les voit pas vraiment ici au Québec encore. En tout cas, très peu. Alors, en Espagne en général, on sait qu'ils ont cette longue tradition de faire vieillir les vins. La tradition d'Espagne, pendant longtemps, c'était si on fait du vin, puis qu'on le met en marché, c'est qu'il est prêt à boire au moment de la mise en marché. Donc, il y avait cette tradition de faire vieillir les vins pour les consommateurs. Et avec ça venaient des catégories. Ici, Joven, Crianza, Reserva, Gran Reserva. Et chacune de ces régions ont leurs propres règles. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que producteur, si je suis dans Ribera del Duero et que je veux mettre Crianza Reserva ou Gran Reserva sur mon étiquette, je dois suivre des règles qui sont des minimums de vieillissement. Et ces règles-là varient de région en région. C'est des termes traditionnels. Il y a certains producteurs qui vont décider d'aller vers ces termes et qui le mettent sur l'étiquette. D'autres qui vont dire non, moi, je ne veux pas vraiment me soumettre à certaines règles de vieillissement. C'est moi qui va décider combien de temps je mettrai mon vin en fût ou en bouteille avant de le mettre en marché. Il faut aussi se rappeler qu'un Gran Reserva, là, on va voir, mais un Gran Reserva, c'est un minimum de 5 ans avant de le mettre en marché. Fait qu'imaginez ce que ça veut dire pour un producteur. Ça veut dire que j'attends 5 ans avant de le mettre en marché. C'est beaucoup d'argent en attente. Il y a une portion économique aussi lorsqu'on fait du vin. Donc, c'est certain qu'au fil des années, il y a des producteurs qui ont décidé de peut-être laisser le travail aux consommateurs de faire vieillir ces vins. Mais il y a encore cette tradition qui existe, évidemment, qu'on voit encore beaucoup sur les étiquettes. Donc, c'est intéressant de comparer, par exemple, le Crianza et le Reserva. Dans les deux cas, on est un minimum de 12 mois en barrique. Par contre, le Reserva, on va avoir un minimum de 3 ans de vieillissement. Donc les Joven, ça a toujours été les vins qui sont frais, qui sont prêts à boire maintenant, mis en marché rapide, alors que les autres, le producteur va devoir attendre plus longtemps. Avant d'aller à la dégustation, je voulais montrer les chiffres à la SAQ parce que vous êtes des agents, je pense que ça vous interpelle. Comme on le disait, vous allez aussi recevoir la liste des producteurs qui en ce moment sont à la recherche d'être représentés dans le marché. Je pense que ce qui est important de voir, c'est la croissance importante qu'on a dans les dernières années. Alors ça, c'est les chiffres. Alors quand on dit LY, c'est pour last year, donc la dernière année. Et
TY, c'est aujourd'hui. Donc, on voit le comparatif, c'est de août 2018 à 2019 versus 2019 à 2020. Donc, vous voyez que c'est en croissance. Hein? Autant lorsqu'on regarde... ouais, on regarde ici, mon Dieu. On regarde le pourcentage en vente en dollars et en volume. Et dans les deux cas, en volume et en dollars, on a une croissance. Je pense que les gens au Québec aiment... Les vins de l'Espagne ont beaucoup de succès ici au Québec. Puis je dis toujours, on a des consommateurs qui boivent des vins du Vieux-Monde depuis très longtemps. Puis on en a qui ont commencé avec les vins du Nouveau Monde. Et pour moi, Ribera del Duero, ça plaît à tout le monde parce que si on est quelqu'un qui aime un vin typé du Vieux Monde, on le retrouve. Mais si on est un consommateur qui essaie de faire cette transition vers un vin qui est plus fruité, vers un vin que ce côté, justement, peut-être des fois des notes de sous-bois ou des notes qu'on retrouve moins dans le Nouveau Monde, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Et donc, c'est des vins qui sont chaleureux, c'est des vins qu'on peut boire seuls, mais si on est amoureux de viande, on va déguster les vins, ça se prête très, très bien aussi à la table. Donc, ce n'est pas étonnant que ces vins connaissent beaucoup d'engouement et qu'on continue à voir la montée. Donc ça, on en a 72 à la SAQ. Je pense qu'il y a encore de la place pour en mettre plus. Donc, on va faire la dégustation ici. Je sais qu'il y en a qui ont... Audrey, je sais que tu as le vin, le pruneau, avec toi. Audrey, est-ce que tu es encore là? Audrey Chagnon? Je ne sais pas si vous pouvez... peut-être, quand on arrive à la dégustation, je vous demande d'ouvrir vos caméras parce que c'est plus intéressant. Alors, pouvez-vous me rappeler ceux qui sont là, ceux qui ont des bouteilles? J'ai un petit... OK. Audrey, elle me dit que oui, mais il y a beaucoup de bruit chez elle, donc voilà. Audrey, tu peux m'écrire tes commentaires. Mais j'aime beaucoup ce vin. En fait, le premier vin... Oups, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Le premier vin, qui est le pruneau. J'adore servir ce vin-là quand je vais montrer aux gens ça goûte quoi du Tempranillo. Parce que souvent, quand j'enseigne à Debout-Lucette, par exemple, et je demande aux gens ça goûte quoi le Tempranillo? Ils vont me dire la cannelle, la vanille, le cèdre. Et je dis c'est tous des arômes associés au fût de chêne. Oui, parce que justement, le Tempranillo a cette affinité avec le fût de chêne. Mais il y a une personnalité aussi, le Tempranillo, puis des fois, les gens ont de la difficulté à le définir. Et là, ici, ce qu'on a avec le pruneau, qui est un producteur qui démontre aussi beaucoup l'histoire, c'est-à-dire que dans l'ancien temps, c'est un domaine des moines habitaient là, et les propriétaires ont acheté en 2004 et ont remis tout ça sur pied pour faire le premier millésime en 2007, donc c'est assez récent. Donc, porte l'histoire, mais aussi l'histoire ancienne et moderne. Et ce vin-là, il a été vieilli pendant 3 ans, mais en vieux fût de chêne. Donc, on n'a pas l'empreinte, 12 mois, mais 12 mois en fût de chêne de 3 ans. Donc, on n'a pas l'empreinte marquée du fût de chêne. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, et là, quand je vous parlais des régions, là, tout à l'heure, on est plus près de Penafiel. Fait qu'on n'est plus dans la zone plus fruitée. Et on voit ça dans ce vin-là. Donc, on a un côté très fruité, très rond. Mais pour moi, les vins de Ribera del Duero, on retrouve toujours la prune bleue et le côté réglisse. Et plus on va en altitude, plus on a le côté floral. Et on ne décrit pas souvent le côté floral du Tempranillo, et moi, je le trouve vraiment que c'est une particularité, surtout à Ribera del Duero. Et je trouve qu'on a vraiment ça dans ce vin-là. Puis Audrey a dit, elle vient de m'écrire, elle dit
Oui. Oui, on sent un peu le fût. Audrey, tu as raison. Audrey m'écrit, elle dit, on sent un petit peu le fût. Je suis d'accord avec toi, mais il est quand même en retrait. Hein? C'est pas ça. On n'a pas les grosses notes de vanille en partant qui sont en symbiose. On a vraiment le fruit d'abord. Et on a 10% de Cabernet Sauvignon. Ça, c'est toujours aussi un discours avec les producteurs. Est-ce qu'on garde 100% de Tempranillo? Est-ce qu'on ajoute ces cépages internationaux? Je vous dirais que j'ai eu des bons vins dans les deux cas, donc je pense que c'est dur d'être définitif par rapport à ça. Ce domaine-là est propriétaire de 64 hectares de vignes. C'est leur entrée de gamme. Et là, Audrey m'écrit ses notes, elle me dit c'est un bel équilibre. C'est un vin qui, après à boire maintenant, je pense aux charcuteries. Dans la région, si vous y allez, si vous êtes des amoureux de viande et que vous aimez l'agneau, juste en vous en parler, ma bouche salive. Parce que dans la région, pardon. Dans la région, il y a beaucoup d'agneaux. C'est un plat typique. Pilar, pendant que je reprends mon... Est-ce que tu veux nous partager quelques plats classiques de la région? Pilar? Do you want to share, do you want to share a few classic dishes? Oh, you're so sweet. Well, I mean, classic dishes obviously would be lamb, right? Anything grilled lamb, yeah. Roast lamb, also red peppers, yeah. roasted red peppers. The red peppers are what's typical in the area. And also, so not only lamb and grilled beef in general, but certainly the lamb is the classic. Roasted potatoes, which are fantastic, also done in either on the barbecue or in the ashes, you know, of the vines that have been cut back and so on. You know, the romantic part of it. So those are certainly sort of the classics that would go with this wine in particular. Is fantastic. Thanks, Pilar. Pilar est de Les Vins de l'Espagne, Wines from Spain. Et j'ai eu le bonheur et le privilège de voyager avec Pilar. Ouais. Et c'est une amoureuse de son pays, mais aussi gourmande. Alors, on est aux anges lorsqu'on voyage avec Pilar, parce qu'elle a toujours le Hamon qui est pas loin dans l'autobus. Elle a toujours... Et donc, de découvrir la cuisine avec Pilar, c'est magnifique. Et je vous raconte une anecdote, parce qu'on parle beaucoup d'agneau, mais Pilar parlait aussi qu'on a beaucoup de poivrons rouges. Et je me souviens, un des moments pour moi qui a ouvert aussi mon esprit, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de végétariens. Hein? Donc, vous êtes des agents qui travaillent avec des restaurants, avec des consommateurs. Et j'étais dans la région et on m'a servi un Ribera del Duero, mais qui avait plusieurs, donc il avait peut-être 15 ans d'âge. Donc, les tanins étaient plus souples. Puis on m'a servi, parce qu'il y a une rivière, donc évidemment, il va y avoir du poisson aussi. On m'a servi un poisson qui avait été cuit avec des poivrons rouges, avec un Ribera del Duero rouge. Je me disais, mon Dieu, ça ne fonctionnera pas trop. Et en fait, c'était magnifique. C'était magnifique parce que le poivron rouge venait jouer le pont entre le poivron et le poisson et le Ribera del Duero, ben, c'était un grand réservoir qui avait quand même plusieurs années d'âge. Donc, je vous dis ça parce que je sais qu'en ce moment, c'est un défi parfois, lorsqu'on est sur la route et qu'on vend ces vins-là avec ces gens qui ne mangent plus de viande. Mais il y a une façon d'apprécier ces vins-là. Je pense que l'important, c'est l'ingrédient qui va être avec ce qu'on mange. Hein? Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec ça. Le prochain vin, ici, on a 4 mois. Dans du fût de chêne français et américain, on est dans la même région qui est connue pour les vins un petit peu plus fruités.
Puis je veux attirer votre attention ici sur le fût de chêne français et américain. C'est intéressant parce qu'on sait que les Espagnols, surtout dans une région pas très éloignée de Ribera del Duero, qu'on appelle Rioja, ils ont toujours préféré historiquement le fût de chêne américain. Ribera del Duero, l'histoire moderne est arrivée beaucoup plus tard, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on retrouve des gens qui utilisent encore du fût de chêne américain, mais il y a beaucoup de producteurs qui ont adapté beaucoup plus le fût de chêne français. Fait ici, on le voit, mais juste pour vous dire que oui, ça existe, mais en général, on voit aussi beaucoup de fût de chêne français dans la région. Donc, ici, on voit un petit peu plus, je trouve, l'empreinte du fût de chêne, même si c'est pas beaucoup de temps, mais qui est très bien fondu. Encore là, ça demeure un vin qui démontre avec sobriété et simplicité, mais une certaine complexité, la typicité de la région. On retrouve encore là, la structure qui enrobe le fruité du vin et c'est à boire maintenant. Ces deux vins-là, hein, c'est pas des vins que je vais mettre dans mon cellier, c'est des vins que je vais boire maintenant. Alors là, arrive un classique. On ne pouvait pas faire une conférence, un séminaire sur la région de Ribera del Duero sans parler de cette famille. Tout à l'heure, je vous parlais de Alessandro Fernandez, qui s'est fait connaître par Pasquera, mais aujourd'hui, la famille, propriétaire de 4 domaines différents. Et là, ce domaine-là, on est plus au nord. Hein? On n'est pas dans la région de Pasquera, on est vraiment plus au nord de Ribera del Duero. Et on est à 800 mètres d'altitude. On est plus sur du sable limon. Et ça, c'est un vin, c'est un Crianza qui a eu 18 mois en fût de chêne américain. Mais je vous dirais que même si c'est agréable à boire maintenant, et là, j'aimerais bien avoir mon agneau grillé, c'est un vin que si on laisse dans son cellier, on va avoir de grandes surprises. Puis je pense aussi que c'est un argument de vente aujourd'hui parce que oui, on boit surtout nos vins. On dit que 99% des vins sont consommés dans les 24 heures de l'achat. Il y a encore des gens, par contre, qui veulent mettre des vins dans leur cellier. Il y a beaucoup d'intérêt de la part des milléniaux, mais souvent, on a cette impression que pour avoir un cellier, il faut avoir beaucoup d'argent. Ribera del Duero offre des crianza, des réservants. On peut avoir de magnifiques surprises avec des vins tels que ce vin-là qui sont très abordables et qu'on oublie à la cave pendant 5-10 ans. Puis tu te dis, wow, j'aurais dû en mettre une caisse de côté. Alors là, on commence à avoir un petit peu plus de complexité. Et quand je vous disais qu'au nord, on est à 800 mètres d'altitude. Le côté floral violette de ce vin-là, il est très, très prononcé. Et là, on a justement la structure des tamins. Puis, je trouve que quand on est plus au nord, est-ce qu'il y en a qui ont ce vin-là dans leur verre en ce moment? Non? Il y a une finesse puis une élégance dans les tanins de la région du Nord que je trouve. Il donne cette structure, mais l'élégance des tanins que j'aime beaucoup dans cette région-là, qu'on retrouve ici, et le fût de chêne qui est là, mais qui est vraiment intégré et qui amène de la complexité au vin qui ne domine pas. Alors, à boire maintenant avec de la viande, à garder en cave et va vraiment continuer d'évoluer. Et on termine à la fin, puis je vais vous poser des questions. Je vais prendre des questions aussi à la fin si vous en avez. On termine avec un domaine qui a vraiment beaucoup d'histoire. Tout à l'heure, lorsque je vous disais que dans les années 70, il y avait très peu de domaines qui exportaient, Protos était un domaine qui exportait. Donc, ils ont beaucoup d'histoire. Ils ont beaucoup de vignes. Aujourd'hui, on a 1400 hectares de vignes. Donc, ils ont des vignes dans toutes les régions de Ribera del Duero. Mais ce vin-là est vraiment fait de vignes Burgos, dans la province de Burgos, qui est plus au nord. Donc, on retrouve justement ce que je vous disais tout à l'heure, plus la structure qui enrobe le fruit, là. Beaucoup de fraîcheur. Et on a ici, on a comme le vin d'avant, on a 18 mois
en fût de chêne, mais un assemblage de fût de chêne français et américain. Mais si vous voyez, il n'y a quand même que 20% de fût de chêne américain. Donc, on prend quand même le fût de chêne français qui prend plus de place. Et on a un vin qui, là, on commence à voir vraiment là, les notes tertiaires. Puis ça, c'est vraiment... c'est difficile aujourd'hui pour les gens qui aiment les vins avec des notes tertiaires de trouver ces vins-là à la SAQ. Hein? Si on dit, OK, je vais m'acheter, par exemple, un vin de d'autres régions très connues, on sort de l'Espagne, en disant, OK, si je veux un vin qui a un certain âge, je vais devoir payer le prix. Et ça, c'est vraiment la force de l'Espagne, et on le voit ici dans la région de Ribera del Duero, c'est qu'on retrouve des vins comme ça qui sont abordables, mais qui commencent à nous offrir vraiment ces notes d'évolution tertiaire, umami, champignons, cèdre, tabac, et qu'on fait « wow, j'ai quelque chose de complexe ici ». Et on met ça à la table, puis ça va être vraiment un gagnant. Là. Je pense pas qu'il y ait personne qui va dire « je n'aime pas ce vin-là hein. ». Et puis j'aimerais terminer là-dessus peut-être, c'est que les vins de Ribera del Duero, pour moi, c'est des vins pour se faire plaisir et c'est des vins qui sont très racoleurs. C'est des vins qui vont plaire à tout le monde. Si les gens aiment les vins rouges, on va faire plaisir à tout le monde, puis on peut s'offrir de la complexité à bon prix. Puis on peut aussi trouver des vins qui sont croquants, qui sont sur le fruit, qui sont prêts à boire maintenant. Donc, j'espère que ça vous donne à la fois le désir de découvrir davantage les sous-régions et la subtilité du terroir, mais aussi de faire découvrir ces vins-là, parce que je pense que c'est une région qui a beaucoup, beaucoup à offrir aux consommateurs. Les chiffres à la SAQ montrent qu'il y a un engouement pour ces vins-là et je pense qu'il faut continuer de partager cet amour. Je ne sais pas si, en terminant, j'aimerais vraiment remercier les vins de Ribera del Duero pour avoir participé à cette formation. Je vous rappelle que cette formation, elle est disponible sur le site, on l'a enregistré ce matin. Donc, la formation, elle est disponible sur le site de l'A3 Québec. Donc, l'idée derrière ça, c'était de permettre aux agents d'avoir de la formation disponible à l'année sur des régions. Donc, si vous avez des collègues qui sont nouveaux ou qui connaissent moins les régions, qui ne pouvaient pas être là ce matin, vous pouvez aller sur le site de l'A3 Québec et ils peuvent regarder l'enregistrement. Je pense que c'est des outils qu'on voulait offrir. Donc, merci à CEPEXA, merci au vin de l'Espagne, merci à Ribera del Duero et merci à Catherine Lessard de l'A3 Québec. Merci. Je ne sais pas si vous voulez allumer vos caméras en terminant, juste pour qu'on se fasse un petit coucou. C'est... Ah! C'est un privilège de vous enseigner, mais je suis tellement habituée d'enseigner avec des gens en face de moi que ça fait du bien de vous voir les visages au final. Merci aux nouveaux. On a des petits nouveaux. On a des gens qui sont avec nous depuis 11 sessions. Ça va continuer encore jusqu'à la fin septembre. On a encore 2 belles thématiques qui s'en viennent. La semaine prochaine, c'est les vignerons de Napa Valley. Et puis, on va terminer la saison rentrée avec l'Australie la dernière semaine de septembre. Puis, on va avoir d'autres beaux projets à vous présenter. Puis, peut-être qu'on va revenir avec d'autres webinaires dans les prochains mois aussi. Ça a été une super belle aventure, puis ça va continuer encore pour un beau 2 semaines. Merci à tous. Puis, vous pouvez aussi, des fois, si vous avez un vin dans votre portfolio, inviter vos consommateurs à aller sur le site. Il y en a qui veulent toujours en apprendre. Fait que vous pouvez inviter aussi vos consommateurs à aller sur le site de l'A3 Québec pour visionner cette formation. Je pense que c'est un bel outil pour les gens qui veulent en apprendre un petit peu plus. J'espère que je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche, même si vous n'aviez pas de vin dans vos verres. Audrey, merci d'être fidèle depuis 11-12 semaines, je dois le souligner. Ça m'impressionne. Elle n'a pas manqué une formation avec un jeune bébé. T'en as manqué une, oui, on comprend, dans les circonstances. Donc, merci beaucoup. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un petit courriel. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci à tout le monde. Bonne fin de semaine, puis bonne dégustation. Merci. Merci.